Fabienne Quéroux, vous êtes archiviste paléographe. Vous dirigez le service du patrimoine à la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Vous publiez Le Groenland retrouvé aux éditions Anacarsis. Alors, le Groenland a disparu des annales à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle. C'est une colonie qui a été colonisée au moment des expansions vikings à la fin du IXe siècle par des Norvégiens qui étaient au préalable installés en Islande. Donc une première vague de colonisation vers l'Islande. Et puis, dans le cadre de ces expansions scandinaves, un aventurier qui s'appelle Éric le Rouge, qui a des ennuis en Norvège parce qu'il a tué un homme, puis des ennuis en Islande parce qu'il en a tué d'autres, enfin qui est engagé dans divers conflits, a besoin de changer d'air assez rapidement et décide de partir à l'aventure vers une nouvelle terre dont on lui a parlé, à laquelle personne n'est encore allé. Donc il prend un bateau, quelques compagnons, et il va à l'aventure, à la découverte d'une grande terre qu'il décide d'appeler le Groenland parce qu'il y reste 3 ans, il explore, il se rend compte qu'il y a des possibilités de s'installer, d'installer des fermes, de faire de l'agriculture. Et donc, il décide d'appeler ce pays, dit la légende, il décide de l'appeler le Groenland, le pays vert, pour attirer d'autres colons et pour établir une véritable installation. Donc, c'est le début d'un établissement scandinave qui dure... qui se développe d'abord sur la côte sud-ouest du Groenland, puis ensuite, assez rapidement, s'installe un autre établissement un petit peu plus haut sur la côte, toujours sur la côte ouest. Et puis survient un évêché, les fermes s'installent, se développent. Et voilà, cette colonie est en contact avec l'Islande, elle est aussi en contact avec la Norvège. À cette époque, le royaume de Norvège et le royaume du Danemark sont unis. Et donc, ces Groenlandais envoient des produits vers l'Occident. Ils envoient des peaux d'ours blancs, ils envoient des faucons vivants, des gerfaux, qui sont des cadeaux très prisés des princes à l'époque pour la chasse aux faucons. Et ils envoient également de l'ivoire de morse, et puis ils envoient des soi-disant cornes de licorne, c'est-à-dire des dents de narval, qui sont naturellement des objets extrêmement convoités au Moyen-Âge. Donc tout ça se passe très bien jusqu'à la fin du XIVe siècle, et puis survient la peste noire, qui ravage les pays scandinaves, qui atteint l'Islande, et qui donc perturbe énormément le commerce et la navigation entre tous ces pays. Parce que le Groenland, c'est quand même très très loin, surtout à cette époque-là. En gros, on estime qu'un voyage aller-retour de Norvège jusqu'au Groenland, ça prend 1 an, parce qu'il faut attendre, il faut partir à la belle saison, hiverner sur place et revenir à la belle saison. Et donc, évidemment, ce sont des océans qui sont très, très sujets aux tempêtes, donc la navigation est très risquée. Les contacts sont donc assez difficiles à maintenir, et après la peste, plus personne n'a vraiment les moyens d'envoyer des bateaux. Les Groenlandais, de leur côté, ont des problèmes pour construire des bateaux parce qu'il n'y a pas de bois, ou pas suffisamment tout au moins, c'est difficile pour eux. Et donc les communications s'effilochent après la peste de la fin du XIVe siècle. Et le dernier témoignage que nous avons dernier témoignage officiel d'un bateau qui revient du Groenland, c'est aux environs de l'année 1409-1410. Et après, plus rien. C'est-à-dire que pour les Européens, le Groenland a disparu parce qu'on ne peut plus y aller, la navigation ne se fait plus, le climat a un peu changé, il y a de plus en plus de tempêtes, c'est de plus en plus difficile. Et donc, le Groenland disparaît des annales. Voilà. Alors, le Moyen-Âge avait toute une série de conceptions au sujet du Grand Nord. On pensait que le Grand Nord était peuplé d'êtres étranges, de nains et de géants. Et puis, les débuts de la cartographie situent
très mal le Groenland, c'est-à-dire qu'il y a deux îles qui sont dessinées par les premiers cartographes, dont la première complètement imaginaire, qui est née d'un récit de voyage fictif fait par des soi-disant Vénitiens au XIIIe siècle. Enfin, tout ça est très compliqué. Et on a donc une vision très floue de la position géographique du Groenland, et puis surtout de ce qui vient du Groenland. Donc des nains, des géants, on a des récits d'exploration médiévale qui racontent des contacts qui sont probablement des contacts avec des Inuits, donc qui font état de petits hommes très méchants, très féroces, qui habitent dans des fosses et qui sont accompagnés d'énormes chiens très cruels. Donc c'est très mystérieux. Alors après, à la Renaissance, évidemment, avec les voyages de découverte, les horizons s'élargissent. Et le Groenland devient un enjeu parce qu'il est situé tout à fait au nord, et c'est tout à fait au nord qu'on espère trouver un nouveau passage vers l'Asie. C'est-à-dire que pour gagner l'Asie, avec les voyages de découverte des Portugais, on sait qu'il faut aller vers le sud, contourner l'Afrique et puis ensuite aller vers l'est. Mais on se dit que peut-être on pourrait gagner du temps et couper l'herbe sous le pied du commerce portugais en passant par le nord. Donc on essaie puisqu'on sait que la Terre est ronde, donc on essaie de passer par le nord-ouest. Et donc le Groenland est situé exactement dans cette direction-là. Et c'est comme ça qu'il commence à être redécouvert. Il est redécouvert aussi un petit peu illégalement, parce que le Groenland est revendiqué toujours par la couronne danoise. Il est donc redécouvert un peu illégalement par des expéditions de pêche à la baleine et de pêche à la morue, anglaise, hollandaise et basque. Et donc probablement des pirates ou des marins baleiniers anglais, hollandais et basques abordent sur ces côtes au XVe siècle et surtout à partir du XVIe siècle. C'est une histoire vraiment intéressante de mon point de vue parce que l'auteur est un personnage assez étrange, il est très baroque et pourtant c'était une époque qui abondait en personnages assez extraordinaires. C'est un protestant, peut-être d'une famille d'origine juive d'ailleurs. Il commence sa carrière comme avocat, il fait la guerre contre les troupes royales catholiques. Ensuite, il entre au service du prince de Condé. Et il entre en contact à Paris avec tout un milieu d'érudits, de savants, d'intellectuels. Et il commence à avoir une théorie assez originale. Il pense que les hommes ne sont pas tous issus d'Adam, ce qui évidemment va complètement contre la doctrine religieuse officielle de l'époque. Et il pense qu'il y a donc eu plusieurs souches humaines. Il est donc un tenant d'une théorie polygénétique de l'espèce humaine. Et il pense aussi que les Juifs s'uniront aux chrétiens sous la conduite du roi de France. Donc il a une vision assez messianique. Donc il commence à répandre ces théories parmi les milieux intellectuels français. Et puis, en 1644, il accepte un poste comme secrétaire d'un ambassadeur français envoyé au Danemark, parce qu'à l'époque, la Suède et le Danemark sont en guerre. Et la France essaie d'envoyer un médiateur pour apaiser cette guerre. Et là-bas, une fois sur place, les négociations diplomatiques prennent beaucoup de temps, donc il a des loisirs et il entre en contact avec des savants danois. Et il découvre avec fascination ce qu'on connaît de la civilisation scandinave et des cultures qu'on appelle aujourd'hui inuites. Il découvre chez un savant danois de ses amis, un kayak, des vêtements esquimaux, des armes qui ont été rapportées d'expéditions antérieures. Il se met à se passionner pour cette histoire, pour l'histoire de l'Islande et pour le Groenland, et il décide d'écrire quelque chose qui... J'aime bien le comparer peut-être à un ouvrage de la collection Que sais-je. C'est un petit peu le point des connaissances à son époque sur le Groenland, à l'intention d'un public français, parce que les Français et les Européens du Sud par rapport à la Hollande et par rapport aux pays scandinaves, connaissent très très mal les pays du Nord. Il n'y a pratiquement aucune publication qui soit disponible en français et pas beaucoup de publications disponibles en latin. C'est l'époque où le Nord lui-même d'ailleurs redécouvre sa propre histoire et la met à l'honneur. Donc, Isaac de la Peyrère commence à s'intéresser à toute cette histoire. Il rassemble énormément d'informations, il les met en forme,
Il les interprète, il les exploite, il dessine aussi une carte à partir des cartes les plus modernes qu'il puisse se procurer. Et donc il publie à son retour en France en 1647 la relation du Groenland. Et par la suite, sa vie est de plus en plus agitée parce qu'il travaille pour le prince de Condé. Le prince de Condé se révolte contre le roi de France, part en exil, et Isaac de la Perrère le suit. Donc il a une vie d'errance, il accomplit des missions diplomatiques. C'est une vie assez aventureuse. Et en 1655, il se retrouve en prison, dans les prisons de l'Inquisition, parce qu'il a publié anonymement, mais c'est un auteur facile à identifier, il a publié un ouvrage sur sa théorie pré-adamite. Donc qu'il expédie dans les prisons de l'Inquisition. Il est obligé d'abjurer solennellement à Rome ses erreurs et du coup de se convertir au catholicisme. Il revient en France. Alors après, sa carrière de savant est un peu empêchée évidemment par cette réputation sulfureuse qui s'est attachée à lui. Et il va terminer sa carrière plus tranquillement. Il prend sa retraite, il habite dans un couvent de religieux à Paris. Mais les contemporains savent très bien que jusqu'à la fin de sa vie, il n'a au fond de son cœur jamais renoncé à sa théorie pré-adamite. En fait, il est très mal connu. Il a été publié une première fois en 1647. Et puis republié un petit peu plus tard en 1663, mais ce n'était pas une véritable nouvelle édition, c'était simplement un retirage. Et comme il a été publié sans nom d'auteur, on a jusqu'à présent très mal mesuré son influence, parce que ce que j'ai constaté en l'étudiant d'un peu plus près, c'est qu'il a été réutilisé, recyclé, un petit peu pillé même. Pas tellement en France par des publications françaises, mais plutôt par des publications anglaises, des publications allemandes, voire des publications danoises, ce qui est assez drôle parce que c'est un retour en quelque sorte à l'envoyeur. On retrouve des extraits entiers, des traductions, des adaptations de ce livre dans beaucoup d'ouvrages, des ouvrages de voyage, des ouvrages de géographie, des ouvrages d'histoire. En gros, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la citation du livre est presque obligatoire pour quiconque publie sur le Grand Nord, sur le Groenland et sur le Spitzberg. Mais comme le livre a été publié anonymement, Isaac de la Perrère n'est jamais cité. Et du coup, il a une grande influence souterraine qu'on n'avait vraiment jamais relevée jusqu'à présent.